J'ai besoin de vos voix. La chaleur de la Géorgie est trompeuse. Ici, la politique peut être un monde froid et cruel. Les pratiques véreuses continuent dans le comté de DeKalb. En 2000, la course au poste de shérif du comté est le théâtre d'un affrontement comme la Géorgie en a rarement connu. On avait l'impression qu'un nouveau scandale éclatait tous les jours. C'était l'élection à suivre. L'histoire qui va suivre est tissée de grandes espérances et de déceptions monumentales. C'était un cauchemar. Je me disais que j'allais me réveiller. C'était horrible. Entre affaires de corruption et de meurtre, elle a mis à cran toute une région jusqu'à son amère conclusion. Tout le monde était inquiet. C'était de plus en plus effrayant. À l'est du centre-ville d'Atlanta, le comté de DeKalb est un petit paradis pour bénéficiaires de l'ascenseur social. Elle accueille l'une des populations afro-américaines les plus aisées du pays. Le comté de DeKalb fait partie de la région métropolitaine d'Atlanta. C'est un coin très en vue. Il s'y passe beaucoup de choses et on y trouve tout ce qu'on veut. Un des aspects frappants du comté de DeKalb, c'est qu'il y a des arbres partout. On n'a pas l'impression d'être en ville. C'est très vert. On s'y sent tout de suite bien. En 1996, malgré des années passées à voir défiler des politiciens corrompus, un vent d'optimisme s'empare de la ville. Il est soufflé par le nouveau shérif du comté, Sidney Dorsey. Il est le premier Afro-Américain élu à ce poste, et cela au terme d'un parcours exemplaire et d'une carrière construite à la force du poignet. Sidney Dorsey a démarré au bas de l'échelle. C'était un enfant pauvre, mais incroyablement ambitieux. Il a gagné sa vie en faisant des petits boulots, en nettoyant des toilettes. Il s'est fait tout seul. Une fois devenu inspecteur de la brigade des homicides, il a gagné le respect et l'admiration de sa communauté, mais aussi de ses pairs. Quand j'ai commencé dans le métier, c'était un exemple pour moi et pour beaucoup de gens. Son nom évoquait un Sherlock Holmes des temps modernes. Il avait beaucoup de présence et des résultats impressionnants. Sa femme était au conseil municipal. C'était quelque chose quand ils sortaient tous les deux. Les gens le reconnaissaient, mais elle aussi, parce qu'elle passait à la télé pour parler des affaires de la ville. Ils étaient clairement perçus comme un couple influent. De l'avis quasi général, Sidney Dorsey incarne l'espoir et le changement que la population attend depuis des dizaines d'années. Le bureau du shérif est en charge de la plus grande prison de ce côté-ci du Mississippi. Ils avaient un pouvoir considérable qui n'était freiné que par peu, voire aucun contrepoids. Plutôt qu'une étoile, c'est une couronne royale qu'il faudrait remettre au shérif. Il règne sur 750 employés, un budget qui dépasse les 50 millions de dollars et ne rend de compte à personne, en dehors de lui-même. Plusieurs de ses prédécesseurs avaient fait l'objet de poursuites pénales et de peines de prison pour des méfaits commis dans l'exercice de leurs fonctions. On avait Sidney désormais, et ça suscitait beaucoup d'enthousiasme. On était contents de cette évolution. Les gens se réjouissaient de le voir aux manettes. C'était une bouffée d'air frais dans un système corrompu depuis les années 60. Il était populaire, les gens l'aimaient, les gens le suivaient. Mais en coulisses, Sidney Dorsey dissimule une autre facette. Il se murmure en ville qu'il n'est pas aussi exemplaire qu'il n'y paraît. Malgré tout, en 2000, il se prépare à une réélection que ses supporters et lui jugent gagnée d'avance. L'énergie qu'ils avaient déployée la première fois était intacte pour cette deuxième campagne. Sidney était persuadé qu'il serait réélu et il se comportait comme tel. Mais en politique, les bases les plus solides peuvent se transformer en sable mouvant du jour au lendemain.
La victoire annoncée va se transformer en compétition acharnée. Il y avait 4 candidats à la primaire démocrate en vue de l'élection du shérif. Mais en Géorgie, il y a une règle qui stipule que si vous ne remportez pas 50% des suffrages au premier tour, il y en a un second. De façon incroyable, Sidney Dorsey a récolté 49,7% des voix. Il a raté la réélection directe de 3/10. Le shérif Dorsey va devoir affronter le candidat qui a fini en seconde position. Un nouveau venu dénommé Derwin Brown. Derwin Brown était originaire de Long Island, dans l'État de New York, et il approchait de la trentaine quand il est arrivé à Atlanta. Il est tombé amoureux de la ville, et il avait une volonté farouche de l'améliorer. J'ai débuté ma carrière en 1974 dans la police du comté de DeKalb. Environ 3 ans plus tard, ce jeune type a débarqué et le courant est tout de suite passé. Que ce soit en tant qu'ami ou collègue, Derwin trouvait toujours une solution. Je suis Derwin Brown, je me présente pour le poste de shérif. Derwin Brown est un militant populaire mais controversé. Il est à l'origine de plusieurs polémiques. Comme la fois où il a fait pression pour syndiquer le service de police, ou celle où il a publiquement réclamé plus d'agents noirs dans ses rangs. C'est aussi un chef de famille. Il est marié depuis 20 ans et père de 5 grands-enfants. On soutenait mon père à 100% dans tout ce qu'il entreprenait. On restait dehors tard dans la soirée, à coller des affiches, à distribuer des prospectus. Où qu'on aille, des gens venaient l'accoster pour lui parler de tel ou tel problème. Et à chaque fois, il les assurait qu'il allait s'en occuper, qu'il allait faire quelque chose. Avec le shérif en exercice, Derwin Brown n'y va pas avec le dos de la cuillère. Sidney Dorsey nous a trahis. Malgré la cote de popularité de Sidney Dorsey, Derwin Brown estime qu'il dupe ses concitoyens. Il n'hésite pas à l'attaquer frontalement. On mettra fin à la corruption dans ce comté. Mais il peine encore à se faire entendre. Merci. Derwin Brown se présentait au poste de shérif avec un programme réformateur. Il estimait que la corruption était largement répandue au sein du bureau du shérif et il voulait s'y attaquer. En juillet 2000, j'avais rassemblé suffisamment d'éléments pour prouver non seulement que ces allégations étaient méritées, mais également que nous avions l'obligation d'informer la population. Comme par ironie, il semble que Sidney Dorsey, censé faire respecter l'ordre, a lui-même enfreint la loi. Des reportages accusateurs passent aux actualités et choquent l'opinion. Quand les informations ont été dévoilées, il y a eu un énorme coup d'arrêt. Car le plus haut responsable de l'ordre public était accusé d'extrême corruption. Dorsey avait ordonné à ses hommes de transporter des prisonniers en bus pour qu'ils fassent des travaux de rénovation à son bénéfice personnel. Il y avait des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre d'une de ses subordonnées. Les scandales éclataient les uns après les autres et les gens ont commencé à y prêter attention. Les électeurs du comté de DeKalb aiment ce leader charismatique. Reste à savoir si cette affection dépassera leur haine de la corruption. À l'issue de la campagne, il y aura un gagnant et un perdant. Mais pour finir, cette confrontation débouchera sur bien plus qu'une simple affaire de corruption. Les gens avaient peur. Ils demandaient la protection de la police. Certains sont même partis de chez eux. C'était affreux. Je n'arrivais pas à croire que de nos jours, quelque chose d'aussi horrible puisse se produire. Au cours de l'été 2000, les électeurs du comté de DeKalb sont conviés aux urnes, tandis que leur shérif Sidney Dorsey esquive les accusations de corruption lancées par son rival Derwin Brown. Sidney Dorsey donnait l'impression de s'en moquer, comme si ça ne l'impactait pas, comme si ça ne comptait pas. Ça a fait réfléchir les gens. Le shérif Dorsey a trahi ses concitoyens. Et à l'issue du vote, c'est un carton plein pour son adversaire.
2 électeurs sur 3 veulent qu'il cède la place à Derwin Brown. J'étais aux anges. Non seulement parce qu'il avait été élu shérif, mais aussi parce qu'il avait réalisé son rêve. Parce qu'il était heureux. Au nouveau shérif, c'est fini la corruption. Derwin méritait d'être shérif du comté de DeKalb. Il allait être en poste pendant des années et les gens étaient ravis. C'était le plus grand retournement de situation que j'ai jamais vu. Personne ne pensait que Derwin Brown pourrait battre Sidney Dorsey. Personne ne pensait que quiconque pourrait battre Sidney Dorsey. I hope that he takes this in stride, and as I've always been taught through my days in sports, learn how to be a good loser. Le problème, c'est que Sidney Dorsey n'a pas l'habitude de perdre. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai vu Sidney Dorsey le soir de l'élection. On aurait dit un zombie. Et on pouvait lire sur son visage qu'il n'arrivait pas à croire qu'il avait perdu. Derwin Brown ne prendra pas ses fonctions avant plusieurs mois. Mais en tant que shérif élu, il s'affaire déjà à la préparation d'un audit de l'ensemble des services et de tous les contrats passés entre la prison et des opérateurs extérieurs. Derwin Brown avait identifié 38 personnes qui travaillaient au bureau du shérif, alors qu'il estimait qu'elles n'avaient rien à y faire. Vous aviez un sergent, normalement payé $32 000 par an, et je découvrais des preuves administratives qui montraient qu'il gagnait en réalité pas loin de $130 000. Et on a établi qu'il n'y avait pas de contrôle des heures que ces personnes effectuaient. Derwin voulait les renvoyer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une transition houleuse et une période d'incertitude. Il y avait un noyau dur d'employés qui savaient que leur jour était compté. Les gens qui avaient un salaire annuel à 6 chiffres, bien installés dans leur boulot, ils ne voulaient pas que ça change. Mais le nouveau shérif allait tout bouleverser. Alors ils se sentaient menacés. Derwin Brown se fait des ennemis de tous côtés, mais il ne déviera pas de son cap. Après son élection, mon père a intégré l'Académie des shérifs pendant 1 mois pour obtenir son certificat et pouvoir prêter serment. La remise des certificats tombait le 15 décembre, le jour de l'anniversaire de ma mère. J'étais présent à la cérémonie et j'étais vraiment fier quand je l'ai vu lever la main. Il avait achevé sa formation et il avait son certificat. C'était formidable de pouvoir assister à ça. Après une campagne aussi longue et aussi houleuse, son équipe a bien mérité une petite fête. C'était une super soirée. Tout le monde papotait, grignotait. On était contents d'être ensemble. À l'équipe Brown, Papa a porté un toast pour l'anniversaire de maman. nous fêtons l'anniversaire de ma merveilleuse femme. Je t'aime, Trésor. On a trinqué à ce nouveau départ. Après toutes ces années, un véritable réformateur va faire le ménage et rétablir des liens de confiance avec la population. Les choses semblent enfin rentrer dans l'ordre dans le comté de DeKalb, mais cette impression sera de courte durée. Vers 9h30, ma mère a décidé de partir. Elle a dit à mon père qu'elle était fatiguée. Elle lui a dit de rester s'amuser et qu'il se verrait à son retour à la maison. Phyllis Brown n'est pas vraiment fatiguée. Elle prépare une surprise à son mari. En fait, elle voulait rentrer chez elle pour s'occuper du cadeau qu'elle voulait lui offrir. Elle lui avait fait faire un uniforme sur mesure et elle voulait s'assurer que tout était parfait et les décorations bien en place avant qu'il tombe nez à nez avec en passant la porte. Ma mère était très fière de mon père ce soir-là. Elle était heureuse pour lui. Son rêve, ce pourquoi il s'était embattu, avait fini par se réaliser. Je veux porter un toast. À la soirée, on porte un dernier toast au shérif élu. C'était le plus beau jour de la vie de Derwin Brown. C'était l'aboutissement de ses espoirs et de ses rêves. Vers 10h, Brandy s'apprête à son tour à partir. J'étais épuisée. Alors j'ai décidé de rentrer me coucher. Je suis allée embrasser mon père et je lui ai dit que je l'aimais.
Papa est parti un peu après 11 heures. Derwin rentre directement chez lui avec un bouquet de roses pour son épouse Phyllis, qui n'a jamais cessé d'être à ses côtés. Mon frère et ma mère étaient à la maison. Ils attendaient qu'il rentre. Il s'est garé et il a commencé à remonter l'allée. Puis, en un instant, tout bascule. Mon frère et ma mère ont entendu ce que ma mère a pris pour des pétards et ce que mon frère a identifié comme des coups de feu. Il savait que mon père était dehors, alors il s'est mis à chercher une arme. Touche pas à ça. C'est des coups de feu, pas des pétards. Mais ma mère savait qu'il y avait un problème. Je le vois pas. Ce policier chevronné doit savoir quoi faire en cas de fusillade. Derwin, tu es où? Réponds-moi. Mais alors pourquoi ne répond-il pas? Oh non. Phyllis Brown tombe alors sur une vision d'horreur. Elle prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Derwin! Il faisait froid cette nuit-là, et j'ai reçu un message me disant que le shérif élu Brown s'était fait tirer dessus. Je suis allé à l'hôpital général de DeKalb, et j'y ai retrouvé le directeur de la sécurité publique qui m'a dit que Derwin était mort. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un accident. Un simple coup d'œil au corps de Derwin Brown suffit à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Il a reçu 11 balles de gros calibre. À minuit 14, son décès est constaté. Je me souviens du coup de fil. Son meilleur ami m'a dit « Il n'est plus là ». Comment ça, il n'est plus là? Ça veut dire quoi? Et il m'a dit « Il ne s'en est pas sorti ». J'ai fait quoi? Et après j'ai dit « Je veux le voir ». Il m'a dit que je ne pouvais pas. Mais j'insistais, je veux le voir. C'était un cauchemar. Et je me disais que j'allais me réveiller et le voir franchir la porte. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dès que vous allumiez la télé, la radio, que vous montiez en voiture, on ne parlait que de ça. Ce récit atroce tournait en boucle. À présent, la question est de savoir qui a tué le shérif élu. Un assassin court en liberté dans les rues du comté de DeKalb, et personne ne dormira sur ses deux oreilles tant que cette affaire n'aura pas été résolue. Tout le monde était inquiet. Ça a été une période très tendue et à haut risque. Personne ne s'attendait à ça. Je me méfiais de tout le monde. Le 15 décembre 2000, 3 jours avant sa prise de fonction, Derwin Brown, le shérif élu du comté de DeKalb, s'est fait abattre devant sa maison à quelques mètres de sa femme et de ses enfants qui l'attendaient à l'intérieur. Quand mon téléphone a sonné, tout s'est écroulé car un de mes meilleurs amis était mort. J'ai perdu un ami quand Derwin s'est fait tuer. J'ai aussi perdu un équipier, un individu totalement déterminé à faire ce qui était juste. Et un bout de moi a disparu avec lui. On lui a pris la vie sans aucune raison. La police passe la scène de crime au peigne fin. Mais en dehors de 16 douilles de balles, il récolte peu de preuves. Aucune arme n'est retrouvée et il n'y a pas le moindre témoin oculaire. Le lendemain du meurtre, nos agents étaient en train de fouiller partout pour tenter de trouver des preuves. Un mégot de cigarette, un bout de papier, quelque chose qui serait tombé d'une voiture. Il s'était fait tuer plus tard dans la soirée et personne n'avait d'informations. Comment se peut-il qu'un crime pareil soit commis dans ce quartier sans que personne ne voie quoi que ce soit? Un suspect vient naturellement à l'esprit. Le shérif sortant, Sidney Dorsey. Asseyez-vous, shérif.
Personne dans le comté de DeKalb ne voue autant de rancune à Derwin Brown que Sidney Dorsey. Personne à qui l'on pense à première vue en tout cas. Et les mauvais perdants sont capables de tout. J'aimerais qu'on parle de Derwin Brown. Ouais, c'est terrible. Dorsey a été interrogé et il a expliqué de façon très claire qu'il n'y était pour rien. J'étais chez moi avec ma femme, un peu de vin, de la musique. On a confirmé qu'il était chez lui avec sa femme. Quand l'unité spéciale a commencé à s'intéresser à une possible implication de Sidney Dorsey, je n'y croyais pas. C'était tellement énorme que ça me semblait inimaginable. En l'absence d'autres suspects, les enquêteurs se concentrent sur les douilles retrouvées sur les lieux. Elles proviennent toutes de la même arme. Il s'agit d'un Tech 9, une arme prisée des trafiquants de drogue. Compte tenu du tableau de chasse de Derwin Brown dans le domaine des stupéfiants, il était envisageable que quelqu'un ait voulu se venger de lui. Cependant, rien n'indiquait qu'un suspect en particulier l'ait eu dans le collimateur. Et cette piste a été rapidement écartée. Les enquêteurs envisagent tous les scénarios. S'agissait-il d'un vol, d'une fusillade au volant? Mais au final, ils arrivent toujours à la même conclusion. Quelqu'un voulait la mort de Derwin. Des gens avaient comploté pour organiser son assassinat. Les jours passent, mais dans tous les esprits, une question demeure. Qui a tué le shérif? Une fois la piste des trafiquants de drogue éliminée et Sidney Dorsey disculpé par son alibi, la police étend le champ de ses investigations. Ce qu'il y avait d'étonnant, c'était que malgré son franc-parler, on n'imaginait pas que Derwin puisse avoir des ennemis. Derwin Brown n'avait peut-être pas d'ennemis avant l'élection, mais après sa victoire, il ne s'est pas fait que des amis au sein du bureau du shérif. Les enquêteurs s'intéressent de plus près aux 38 agents qui ont reçu un avis de licenciement. Ils ciblent tout particulièrement un groupe d'hommes haut placés au sein du bureau du shérif. Cette poignée d'individus a attiré les soupçons, car ils semblaient opérer au-dessus et en dehors de la loi. Ils avaient énormément de pouvoir, beaucoup plus que ce qu'un adjoint du shérif est censé avoir. Au sein de ce groupe, un nom ressort. Patrick Cuffy, l'employé le mieux payé de tout le bureau après le shérif. Patrick Cuffy était en haut de la liste, car ses décomptes d'heures supplémentaires étaient au-delà des capacités d'un être humain. Et en plus, on a découvert qu'en même temps qu'il cumulait les heures supplémentaires, il travaillait au sein de la société de sécurité privée du shérif Dorsey. Il était humainement impossible qu'il fasse toutes ces heures réglementaires, supplémentaires et dans la société de sécurité. L'unité spéciale a obtenu un mandat pour perquisitionner la maison de Patrick Cuffy. Ils l'ont fouillé, mais rien ne le reliait au meurtre. Des agents en véhicule banalisé ont été affectés à sa surveillance. Ils l'ont suivi quelque temps, mais ils étaient convaincus que Patrick Cuffy savait qu'ils étaient là. Il faisait des allées et venues dans les parkings. Il se conduisait de façon à déterminer si oui ou non il était suivi. Et au bout d'un moment, on leur a dit d'arrêter de le filer. Toutes les personnes liées à l'enquête se rendent à une évidence. Leur tâche sera compliquée et elle prendra du temps. Parfois, on avait l'impression de chasser un fantôme. On n'avait rien à se mettre sous la dent. 6 jours après sa mort, Derwin Brown est enterré dans l'uniforme flambant neuf qu'il n'aura jamais vu. Plus de 4000 personnes viennent lui rendre un dernier hommage. J'étais inquiet pour Phyllis et les enfants. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Je savais que j'allais devoir faire tout mon possible pour aider cette famille. Derrière les larmes et les marches funèbres, chacun se demande si le tueur n'est pas assis dans la rangée voisine. Tout le monde était suspect à l'époque. On n'avait pas de description physique. On ne savait pas si on cherchait un homme ou une femme. C'était labyrinthique. À ce stade, la piste politique est privilégiée. Mais le mobile du meurtrier n'a peut-être rien à voir. Et s'il s'agissait d'une histoire aussi vieille que le monde?
un crime passionnel. En interrogeant les gens sur les derniers moments de Derwin, notre attention s'est portée sur une femme. La femme en question s'appelle Angela Hunt, une employée du comté, mannequin à 16 heures et membre de l'équipe de campagne. Le point troublant, c'est que personne ne l'a invitée à la remise de certificats ou à la fête qui a suivi. Et pourtant, elle était présente aux deux événements. Elle était à la fête de Derwin Brown et on l'avait vu discuter avec lui. À ce stade, on savait qu'elle avait tenu une place importante au cours des minutes précédant l'assassinat. Alors on voulait en savoir plus sur elle. Les enquêteurs s'interrogent. Quelle était la nature de la relation de Derwin Brown et Angela Hunt? La question était de savoir si elle avait eu une relation physique ou amoureuse avec Derwin Brown, et si elle aurait pu amener une tierce personne à vouloir se venger. C'était une piste qu'il fallait explorer. On a obtenu vos relevés téléphoniques. Pourquoi avez-vous changé de numéro? Angela Hunt a changé ses numéros de téléphone et de beeper à plusieurs reprises après le meurtre. Essaie-t-elle de couper les ponts avec quelqu'un? Nous n'avons jamais pu établir qu'elle avait eu une aventure avec Derwin ou qu'elle avait appuyé sur la détente. Malgré tout, la police est forcée de se demander si elle n'aurait pas été de mèche avec quelqu'un d'autre au sein d'un complot de plus grande envergure. Comme par hasard, le tireur savait à quel moment Derwin Brown allait rentrer chez lui. On s'est demandé si peut-être elle avait servi de guetteuse. Mais les enquêteurs ne trouvent aucune preuve susceptible de relier Angela Hunt au crime. Pour finir, on a établi qu'elle n'avait rien à voir avec son meurtre. Encore une fausse piste. Les semaines se transforment en mois et l'affaire est au point mort. Malgré la surexposition médiatique, il n'y a pas la moindre piste. C'était frustrant, car la pression était énorme. Tout le monde attendait des réponses. Pendant ce temps, le train-train politique reprend ses droits. Derwin Brown voulait devenir shérif pour mettre fin à un système véreux. Mais après son assassinat, un shérif par intérim a été mis en poste. Et grosso modo, tout a repris comme avant. Plusieurs mois après l'assassinat, le comté de DeKalb est toujours sous le choc. La population était mécontente. Un crime atroce avait été commis et on était incapable de trouver le coupable. Les enquêteurs sont persuadés qu'il s'agit d'une vengeance politique. Mais qui a pressé la détente? Quelqu'un a commis un meurtre sans être inquiété et la veuve de Derwin Brown est inconsolable. Mon cœur saignait pour Phyllis. Quand on la voyait, on sentait qu'on lui avait arraché une partie d'elle-même. Personne n'apportait réellement de preuves. C'était très dur. Derwin Brown voulait changer les choses. Et il avait été tué suite à son élection comme shérif. On était persuadé que ces deux éléments étaient en cause. Les enquêteurs ont beau avoir une théorie sur les raisons de l'assassinat, trouver le tueur n'en reste pas moins un défi. L'enquête était au point mort. On n'avait pas avancé d'un iota depuis le jour du meurtre. Mais le 18 mars 2001, près de 3 mois après le meurtre, le comté de DeKalb est de nouveau le théâtre d'un crime violent. La personne qui a appelé les secours a dit que 2 voitures s'étaient arrêtées dans l'allée d'un de ses voisins. 2 hommes armés en étaient sortis et avaient commencé à tirer. Il y avait eu de nombreux coups de feu. J'ai rapidement découvert qu'un homme avait été touché, qu'un corps avait été retrouvé non loin de là dans un parc. Et on pensait que c'était lié à la fusillade. L'affaire avait toutes les caractéristiques d'un trafic de drogue qui avait mal tourné. Ce genre de fusillade n'est pas courant dans le comté de DeKalb. Et fait encore plus troublant, quand les policiers se présentent à la porte de la victime, ils tombent sur un visage familier.
Une fois sur place, je me suis rendu compte que c'était la maison de Patrick Cuffy. C'était énorme, ça a réorienté toute l'enquête. Il n'y a pas si longtemps, Patrick Cuffy était dans les forces de l'ordre. Mais tout semble indiquer qu'il est passé de l'autre côté de la barrière. Les policiers le pensent mêlé à un trafic de drogue. Et qui sait, il a peut-être aussi trempé dans un assassinat. Je sais rien du tout. Vous voulez quoi? Quand les enquêteurs l'ont interrogé sur ce qui s'était passé, il a répondu qu'il ne connaissait pas ces gens, qu'il s'était arrêté et qu'il s'était mis à tirer sans qu'il sache de quoi il retournait. Un homme abattu juste devant chez Patrick Cuffy? Les enquêteurs refusent de croire que c'est là le fruit du hasard. Il était inconcevable que Patrick Cuffy ait été la cible fortuite d'une explosion de violence. Pas dans ce quartier et pas à cette époque. Patrick Cuffy est tout sauf un spectateur innocent. La police ne tarde pas à apprendre qu'il a récupéré une arme sur la scène de crime pour la rentrer chez lui. Il est arrêté pour falsification de preuves. En tant qu'ancien policier, il savait qu'une scène de crime doit rester intacte. Son acte aggravait les soupçons concernant son implication dans la fusillade. Et cette implication va vite être confirmée. Il y avait une femme qui savait ce qui s'était passé chez Patrick Cuffy. Elle a été interrogée et de toute évidence, elle craignait pour sa vie. Son petit ami était allé chez Patrick Cuffy ce jour-là. T'as volé mon fric? Cette femme confirme que la fusillade ne s'est pas produite par hasard. Ils étaient en transaction pour un ballot de marijuana. Mais les termes de l'accord n'ont pas été respectés. Et ça s'est fini en fusillade. Il s'avère que Patrick Cuffy a financé l'opération et que des milliers de dollars étaient en jeu. Patrick Cuffy a été accusé d'homicide et d'agression. Car en Géorgie, même quand on ne commet pas directement un meurtre, si on a commis un crime qui a abouti à un meurtre, on peut être accusé d'homicide. Je veux pas aller en tôle. Craignant de passer de longues années en prison, Patrick Cuffy conclut un accord avec le ministère public juste avant le début de son procès. En échange de son immunité, il accepte de lever le voile sur la plus grosse affaire de la période, l'assassinat de Derwin Brown. Je me suis dit, bon sang, ça y est. Et je savais que ce qui allait se produire dans les 48 heures suivantes allait mettre le comté de DeKalb en ébullition. À en croire Patrick Cuffy, tout est parti d'un petit groupe issu du bureau du shérif. Il a dit que lui et 3 autres personnes étaient impliquées. Melvin Walker, Paul Skyers et David Ramsey. Ils avaient tous reçu un avis de licenciement et ils avaient tous un compte à régler avec Derwin Brown. Pour commencer, ils se sont procuré un Tech-9 pour commettre l'assassinat. Ensuite, ils se sont préparés. Ils ont surveillé Derwin Brown. Ils l'ont filé. Ils ont fait des planques dans son quartier. Ils ont étudié les voies d'accès et la façon de s'y prendre. Ils ont tiré à la courte paille et Melvin Walker a perdu. C'est toi, mon pote. À lui le rôle de tireur. David Ramsey a reçu un pistolet pour assurer la couverture si quelque chose tournait mal. Paul Skyers était le chauffeur. Et Patrick Cuffy était le chef de la bande. Son récit cadre avec les preuves. Et il a un dernier détail à ajouter. C'était pas mon idée. Ensuite, il nous a dit que le meurtre n'était pas de son initiative. Il l'avait commis sur ordre de quelqu'un d'autre. Le shérif Dorsey. L'ordre émanait ni plus ni moins de leur patron, le shérif Sidney Dorsey. J'étais sous le choc et consterné qu'une fois de plus, on ait un shérif coupable de corruption et d'un crime horrible. Après son échec électoral, Sidney Dorsey a disparu de la sphère publique, mais il est toujours en ville, à la tête de sa société de sécurité privée. Sidney Dorsey pensait qu'il pourrait orchestrer l'assassinat de Derwin Brown sans que quiconque ne le soupçonne. Il s'imaginait qu'il serait nommé shérif par intérim avant de se présenter à la nouvelle élection et de récupérer son poste de shérif. Sidney Dorsey avait promis à Patrick Cuffy, Paul Skyers, Melvin Walker et David Ramsey des postes à vie. Ils n'avaient qu'à commettre cet acte horrible et ils vivraient comme des rois.
Paul Skyers, le chauffeur, accepte aussi de coopérer en échange de l'immunité. Il confirme tout ce que Patrick Cuffy a déclaré. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Le grand marionnettiste est toujours en liberté et personne ne sait si la police parviendra à le faire tomber. Ça a été le pire moment de ma carrière. Tout le monde avait peur d'être le prochain sur la liste. « 11 mois se sont écoulés depuis le meurtre du shérif élu Derwin Brown. La police a enfin les noms des personnes tapies derrière ce crime atroce. Je sais qui l'a tué. Pendant son interrogatoire, Patrick Cuffy nous a révélé qui était impliqué. Il nous a donné tous les détails, mais il nous a dit que l'ordre de tuer Derwin Brown avait été donné par le shérif Sidney Dorsey. Même après avoir quitté son poste, Sidney Dorsey est toujours redoutable. L'attaquer reste une entreprise risquée. Malgré les aveux de Patrick Cuffy et de Paul Skyers, on savait qu'il faudrait se battre pour obtenir une condamnation. En novembre 2001, peu avant la période des fêtes, les enquêteurs reçoivent le plus beau des cadeaux. Les autorités ont fait savoir à Dorsey qu'il allait être inculpé de meurtre. Il a accepté de se constituer prisonnier. Les autorités sont allées l'arrêter chez lui dans la nuit et l'ont placé en prison. Les équipes d'arrestation sont ensuite allées chez Walker et Ramsey. Elles sont entrées et les ont arrêtés sans incident. On était content que quelqu'un soit enfin traduit en justice. Et on attendait l'étape suivante. 6 mois plus tard, Melvin Walker et David Ramsey passent en jugement. Les seules preuves à leur encontre sont les témoignages de Patrick Cuffy et de Paul Skyers. L'accusation ne reposait que sur des preuves indirectes. Alors la partie s'annonçait serrée. Le procès de Ramsey et de Walker était scruté de très près. La population voulait que quelqu'un paie pour cet acte atroce. Après 2 jours d'audience, 4 heures suffisent au jury pour rendre son verdict. Melvin Walker, le tireur présumé, est déclaré non coupable. Il en va de même pour David Ramsey. L'annonce du verdict concernant Walker et Ramsey a été le pire moment de ma carrière. Les individus responsables de l'assassinat de mon ami, le shérif du comté de DeKalb, allaient sortir du tribunal en homme libre. À ce moment-là, j'ai compris qu'on allait devoir changer d'approche pour le procès du shérif Dorsey. En juin 2002, Sidney Dorsey est enfin jugé pour meurtre et extorsion. Pour l'accusation, il s'agit d'un meurtre de sang-froid, motivé par l'appât du gain et du pouvoir. Des éléments montraient que, prêt à tout pour poursuivre ses opérations, il en était arrivé à ordonner l'assassinat de Derwin Brown. Sidney Dorsey jouait très gros. À en croire Patrick Cuffy, 2 semaines après sa défaite électorale, Sidney Dorsey lui aurait donné un ordre qu'il ne pouvait pas refuser. Un soir, Sidney Dorsey a fait venir Patrick Cuffy chez lui. Ils sont sortis sur la terrasse et il lui a remis un papier où il avait écrit « Tue Derwin Brown ». Cuffy avait son ordre de marche et il a monté une équipe. Dorsey s'impatientait. Le shérif Brown devait prendre ses fonctions quelques jours plus tard et à compter de ce moment, les occasions de le coincer seul pour l'assassinat seraient beaucoup plus rares. Dorsey n'arrêtait pas de pousser Cuffy en lui disant « il faut y aller ». Le 15 décembre 2000, ils mettent leur plan à exécution. Derwin Brown est arrivé chez lui. Il a garé sa voiture, à seulement quelques pas de sa porte d'entrée. Il est descendu et il a commencé à marcher. À ce moment-là, Melvin Walker a surgi et a ouvert le feu. Derwin Brown n'avait pas la moindre chance. Il a été touché 11 fois. Melvin Walker a tiré 17 balles. Et il a continué à tirer alors que Derwin Brown était à terre.
Oh non! Cet assassinat est plus qu'une vengeance personnelle. Plus la boue entourant le bureau du shérif est remuée, plus il devient évident que Sidney Dorsey avait bien plus à perdre que son salaire. J'ai appelé à la barre plus de 50 personnes pour témoigner contre le shérif Dorsey. J'ai montré comment il s'était servi du bureau du shérif pour améliorer ses finances et sa trajectoire personnelle. Le jury délibère 2 jours avant de rendre son verdict. L'ancien shérif est reconnu coupable de meurtre et de 12 accusations d'extorsion. Il est condamné à la prison à vie pour l'assassinat de Derwin Brown et à 23 années d'emprisonnement pour les accusations de corruption. Ma mère pleurait et mon frère s'est tourné vers elle, en larmes également, et ils se sont pris dans les bras. On avait le sentiment d'avoir enfin été entendus. J'étais contente, mais toujours en colère et blessée. Au bout du compte, aucune condamnation ne fera revenir mon père. Et c'est la seule chose que j'aimerais. À l'annonce de la sentence, Sidney Dorsey est venu à la barre, il a levé les mains et déclaré Il a dit qu'au fond de lui-même, il savait qu'il était innocent et que quand son corps serait en prison, son esprit serait libre. C'était complètement stupide de dire qu'il était innocent et qu'il n'avait pas de sang sur les mains. On venait de prouver qu'il était mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. En août 2005, une cour fédérale entame la révision du procès de Melvin Walker et David Ramsey pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat et assassinat commandité. Ils ont tous les deux été condamnés à la prison à vie. Ça m'a fait du bien qu'ils aient ce qu'ils méritaient. Mais suite à l'immunité accordée à Patrick Cuffy et Paul Skyers en échange de leurs témoignages, 2 des hommes impliqués dans l'assassinat restent en liberté. Ils s'en tirent sans même une tape sur les doigts. Si on n'avait pas conclu cet accord, cette affaire n'aurait jamais été résolue. C'est le genre de dilemme qu'il faut savoir trancher. Mais ça a été difficile à avaler. Malgré l'incarcération du shérif Dorsey, ces méfaits font une dernière victime. La veille de Noël 2006, Phyllis, la veuve de Derwin Brown, meurt d'un arrêt cardiaque à l'âge de 52 ans. Mais pour certains, c'est son cœur brisé qui l'a tué. Après la mort de mon père, elle n'a plus jamais été la même. Quand j'ai perdu mon père, une part de moi-même a disparu. J'étais perdue. J'étais désorientée. Je continue de recoller les morceaux. La route a été difficile. Très difficile. Même si des efforts ont été fournis pour débarrasser le comté de DeKalb de la corruption, beaucoup pensent que dans cette région, la politique ne sera jamais irréprochable. Dans le comté de DeKalb, la politique est comme une rivière souterraine qui remonte de temps en temps à la surface. Les pratiques véreuses sont toujours répandues et elles ont repris immédiatement après la mort de Derwin Brown. Derwin Brown a levé la main et prêté serment. Il n'a pas eu l'occasion de prouver aux citoyens de ce comté qu'il était un homme de parole. Il allait rendre la vie meilleure pour tout le monde, et on l'a perdu.